dit, il y a la mutilation et le défibrillé, défibrillation, bon, je ne comprends pas, ça ne peut jamais passer chez moi, je ne l'ai jamais entendu, peut-être dans des dictionnaires on pourrait le chercher, mais si vous pouvez nous expliquer c'est quoi peut-être, ça serait une bonne chose. D'accord. La mutilation génitale, il faut savoir qu'il y a trois types de mutilation. Oui. D'abord, on touche juste les clitoris. Oui. Il y a deuxième type, vous allez voir avec les images. Oui. Deuxième type, on enlève juste on enlève le clitoris. Et le troisième type, c'est on mutile carrément. C'est infibulation, c'est complètement fermé. Donc défibrillé, Oui. quand c'est complètement fermé, il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir de relation, qui ont des problèmes pendant les règles, qui ont des problèmes pour uriner. Oui. Donc ils viennent à l'hôpital pour qu'on essaie de l'ouvrir en fait, jusqu'au niveau des règles. Donc avec le images, on pourra expliquer. Donc c'est beaucoup, voilà, défibrillé, c'est juste pour essayer d'aider un peu les femmes, parce qu'au moins, ils arrivent bien à l'ouvrir et ils arrivent à avoir de règles. Voilà, sans douleur et sans douleur, ça ne résout pas tous les problèmes de mutilation. D'accord, merci. Autre question? Oui, je vais vous demander si dans votre pays, la question de l'insémination se fait dans le milieu médical aussi. Non, non, ça ne se fait pas dans le milieu. En Égypte. C'est beaucoup plus. La défibrillation s'est faite en cachette en fait. Des gens qui connaissent un peu l'infirmier ou la sage-femme ou un gynécologue, mais officiellement, ils ne viennent pas pour dire voilà, il n'y a pas une consultation pour prendre de rendez-vous et tout ça pour défibriller, il n'y a pas ça. Même si en gros la mutilation génitale est, voilà, il y a l'oxygène qui est interdit, c'est un amende et tout ça. Mais les gens ne viennent pas à l'hôpital, mais ça se fait par cachette, par l'oreille. On essaie d'aider les gens comme ça. Officiellement, les pays s'en comptent. Maintenant, officieusement, ça se passe en arrière-cour, on va dire, voilà, derrière la maison, chez l'exciseuse. Et ça se passe en général entre femmes. Il y a des fois où l'homme n'est même pas au courant. Et particulièrement, il ne s'intéresse pas. C'est pas son affaire, comme on dit. Ça se passe entre femmes, de génération en génération. Et, on le fait des fois naturellement, on ne demande même pas l'avis de la gamine, puisque c'est quasiment très très tôt. Donc, dans mon pays, par exemple, comme vous avez dit, il y a des exileuses, des vieilles dames qui ont leur lame ou bien leur peau, et elles font ça dans la cachette. Mais quand même, les pouvoirs publics n'acceptent pas ça, parce que les petits, par exemple. Oui, au nom de Joseph, je suis résident ici au centre de l'Élysée et de la République démocratique du Congo. Et on vous avez parlé de la mutilation, décision. Je ne sais pas si dans les pays où ça s'applique ou bien ça se fait, si l'État, en tant que le pouvoir, là tout le dernier mot, si pour des raisons de la religion ou bien des raisons des raisons techniques, je ne sais pas moi, si l'État a la même mise, ou bien c'est en complicité avec l'État. Je ne sais pas comment identifier cela. Merci. L'État officiellement est contre. On le dit tout haut. L'État officiellement est contre. Maintenant, dans des régions reculées, ça se passe interethnique. Ça se passe entre femmes et personne n'est au courant. Même si tout le monde le sait. Donc il y a un drôle de jeu tournoi, ça se passe entre interethniques, entre femmes. On fait ça à l'enfant et on n'en parle pas. En fait, comme il a dit, par exemple, je prends un cas typique pour que ça soit pratique, que vous puissiez comprendre. Au Sénégal, où je suis bien, la prévalence au niveau national, ça tourne autour des 28-30%. Mais dans la région où je suis originaire, le taux est à presque 90%. Et donc, l'État au Sénégal, il y a une loi qui a été légiférée en 1999, en 99, excusez-moi, où c'est puni. Si on prend quelqu'un qui l'a fait ou qui a aidé à le faire, la loi est là pour la punir.
Mais le problème, c'est que les personnes dans les ethnies qui pratiquent l'excision, ils trouvent un moyen de contourner la loi de le faire en cachette. Et ensuite, je vais vous raconter une anecdote. Juste en 2008, dans ma région natale, il y a eu une association qui travaillait sur la question et qui avait eu au cours de justice qui a été excisée. Ils ont porté une plainte au niveau de la gendarmerie. La famille a été arrêtée et il y a eu un procès. La famille a été mise en prison. Mais il y a toute une mobilisation au niveau de la zone, toute la population, les religieux, tout le monde, non, ça c'est notre culture, l'État est contre nous. Donc ça a eu tellement un tollé que finalement c'est le président de la République du Sénégal, le président lui-même, qui a été contraint de gratter la famille pour apaiser les esprits, parce que ça bouillonnait fort. Donc les lois sont là, mais la sensibilisation pour que les gens puissent comprendre le sens de la loi et l'accepter comme tel, ça reste là. Je pense que ça serait souhaitable que tous les pays puissent rejoindre la même idée. Je ne sais pas si c'est la politique d'un pays dépend d'un pays. Non, c'est la même politique. Moi, en Guinée, par exemple, c'est en préparant ici un exposé que je me suis rendu compte que l'excision est punie par le code pénal guinéen. Mais le problème est qu'il y a la plupart des pays où le taux d'analphabète est vraiment très faible. C'est là qu'ils ne savent même pas que c'est condamné par la loi. Donc là, on ne peut pas condamner quelque chose si on n'arrive pas à le connaître. Est-ce que vous voyez? Et à un certain moment, dès que les choses sont un peu proches de la coutume, les lois de l'État sont obligées de... Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc là, bon, on va dire, voilà, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire pendant des années, et ils vont mettre leurs parents en prison pour ça. Sinon, normalement, c'est fini à une fois que personne n'a une fois apporté quelque chose. Merci. Bonjour, je m'appelle Amon, je suis originaire du Bénin. Moi, je voulais savoir, parce que l'infirmière vient de parler que au cours de l'accouchement, les femmes ont eu des difficultés. Je voulais bien que vous allez nous expliquer un peu, pour comprendre un peu, nous aussi, on a des amis qui pratiquent ça, vous pouvez leur expliquer à la langue. Voici. Si tu veux, tu connais aussi, hein. Oui, voilà. En fait, Vas-y. On partage, hein. On partage. On parle de magie. c'est nous qui doit je vais continuer, tu vas essayer de ajouter ce que moi. Donc l'accouchement, normalement, une femme qui n'est pas mutilée, à l'accouchement, dès que le bébé vient, il y a une élasticité et le bébé sort normalement. Imaginons quelque chose qui a été touché par enlever les cuisses et touché par quelque chose, ça perd un peu l'élasticité en fait. Et souvent, il y a un troisième type de mutilation qui est vraiment les femmes qui sont complètement fermées. Et que le bébé il arrive, il n'y a pas un endroit où il passe en fait. Donc, il perd l'élasticité, l'autre moment, il n'y a même pas, la tête ne peut pas passer. Donc à ce moment-là, ils doivent passer, on doit faire le césarien. Et le césarien, ça se fait uniquement dans la capitale. Imaginons que cette femme-là, elle est en brousse. Donc il faut aller chercher l'ambulance, le temps qu'on amène l'ambulance, le bébé est là, il y a l'hémorragie et tout ça. Même si on arrive à toucher la femme, après il y a le problème de placenta aussi qui doit faire sortir. Et c'est ça le plus grand problème qui existe. Et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Mais les femmes qui sont dans la capitale, ils ont plus de chances. Quand les médecins sont là, donc quand on voit que la femme n'arrive pas à accoucher, donc on les césarine tout de suite. Donc, et voilà, donc si le problème d'accouchement vient souvent, c'est des femmes qui sont vraiment en brousse à l'arrivée, et donc il y a un problème toujours d'ambulance, et il n'y a pas c'est des petits dispensaires, donc les grands hôpitaux sont uniquement dans la capitale. Voilà, merci Lini, juste pour compléter. Voilà, moi je suis sage-femme, j'ai travaillé plusieurs années en Afrique avec Médecins sans frontières, en Somalie, à Kismayo, à Doblé, dans les camps de réfugiés somaliens au Kenya. Donc j'ai accouché plusieurs dames somaliennes,
érythréenne. Et c'est vrai que quand le sexe de la femme est complètement cousu, en fait, la tête du bébé, elle reste bloquée sur la cicatrice. Il n'y a pas la place pour que ça sorte. Et donc, il faut quelqu'un pour ouvrir, en fait, sur la cicatrice, le sexe de la femme. C'est ce qu'on appelle, quelqu'un demandait, c'est quoi désinfibulation. Ah non, quand on ferme, ça s'appelle infibulation. On coud, on ferme. Et quand on ouvre, ça s'appelle désinfibulation. Et donc, on est obligé d'ouvrir. Et moi, j'ai déjà été appelée pour des accouchements à la maison, enfin plutôt dans le tout cool, hein, sous la hutte. Tu rentres, il fait noir, la dame, elle pousse depuis 3-4 heures et la tête du bébé, elle est vraiment coincée derrière la cicatrice. Et là, parfois, tu arrives trop tard, tu ouvres, mais le bébé est mort et tu essayes de sauver la maman. Donc, elle fait une infection, une hémorragie, mais le risque le plus important quand la tête, elle est coincée comme ça, c'est de faire une fistule. Une fistule, c'est quand il y a un trou avec la vessie, un trou avec le rectum, parce que la tête du bébé, elle a tout écrasé. Et c'est ça après qu'il y a des dames, des fois, qui perdent l'urine, les selles qui sont répudiées, et c'est souvent des problèmes d'accouchement. Il n'y a pas que l'excision qui crée ça, il y a aussi les mariages précoces. Si on marie une fille à 12 ans et qu'elle est enceinte à 13 ans, son bassin, il n'est pas formé et le passage est trop étroit. Et on a aussi des bébés qui restent coincés et des filles après qui perdent l'urine et tout ça. Donc c'est pour dire, il n'y a pas que l'excision, il y a aussi les mariages beaucoup trop tôt. C'est les deux grandes causes que le bébé reste coincé. Il y avait une question, oui. Il y avait une question ici, là. Madame, il vient du centre Manet, de la communauté somalienne. Elle dit que le programme que vous avez là, est-ce que c'est un programme qui pourrait se faire dans le pays concerné? Parce qu'en Somalie, aucune loi n'existe pour interdire les studios et ces hommes n'interviennent pas. Donc, est-ce que vous, dans votre programme, vous serez amené à travailler dans ces pays-là? En fait, c'est une très excellente question. Parce que, en fait, on mène des campagnes ici, mais la base, c'est là-bas. Même nous qui, entre guillemets, pratiquons, qui vivons en Europe et qui continuons de pratiquer, le plus souvent, on profite pendant le voyage pour aller saluer maman ou papa ou oncle, et on on revient. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, donc tout se passe là-bas. Maintenant, dans le projet, actuellement, la base du travail, c'était au niveau de l'Europe, au niveau des communautés qui vivent en Europe. Mais, dans la stratégie qu'on met en place, on a pensé à ce problème-là. Comment faire en sorte qu'il y ait un dialogue qui ne soit non plus économique entre la diaspora et ceux qui sont restés au pays. Le plus souvent, nous les immigrés qui vivons ici, qu'on soit hommes ou femmes, on connaît la situation. On t'appelle le matin parce qu'il y a un baptême. Sinon, Donc je disais qu'on t'appelle le matin pour te dire que la tante ou la cousine a accouché, on a besoin d'acheter le mouton, ou bien on t'appelle parce que je veux du portable ou du truc parce que tu as les droits, on te sollicite économiquement. Donc nous ce qu'on pense c'est que
ce lien économique qui existe là, on peut aller au-delà de là pour ce dialogue économique qui est là déjà, on le supplante, on le surpasse, on essaie de l'en profiter pour apporter une question sociétale à travers les échanges. On a pensé à deux possibilités dans ce projet actuel pour essayer d'entamer cette dynamique. Par quoi opposant? C'est que dans la campagne de sensibilisation, on vise à utiliser les réseaux sociaux et les médias communautaires. Il y a dans tous les différents pays, que ce soit en Somalie, au Sénégal, en Djibouti, partout où ça se pratique, il y a des radios qui sont écoutées par la diaspora et par les pays en ligne. Donc à travers ces radios-là, on veut les approcher pour essayer de faire passer le message pour que ça serve de pont entre le travail qui se fait là, mais en même temps qu'on touche la population qui est au niveau local. Et pour finir, deux choses. Il y a un projet sur lequel, qui n'est pas au sein de ce projet même, mais au sein du GAM, qui rentre dans cette dynamique-là qu'on a appelé l'aide vidéo filmée, qui consiste en quoi? C'est-à-dire que la diaspora, les communautés qui vivent ici en Belgique, on organise un débat autour de la thématique de l'excision, on filme le débat. Les gens parlent, donnent leur point de vue, ce qu'ils pensent et tout. Une fois que le film a été fait, nous l'avons amené au pays. Pour le cas, c'était au Sénégal. On a projeté le film pour la communauté au niveau du pays pour entendre ce que les migrants qui vivent ici en Belgique pensent de l'excision. Et eux, ils réagissent par rapport à ça, par rapport à ce qu'ils ont entendu. On a ramené la vidéo pour que eux, ils écoutent ce que la population a à dire. Donc, on essaie à travers la vidéo d'envoyer des messages pour qu'il y ait un dialogue qui s'installe et qui va en dehors de dispenser doit être construit, il faut envoyer de l'argent. way dhageysteen way ka soo maxay ahayd way u celiyeen turjumaan markaasi sidaas oo kale waan samayn karnaa dalalka kale ninka ahaan waa Senegal Soomaaliyana waan tegi karnaa Djiboutina waa la tegi karaa et qu'on peut aller en Somalie et Djibouti aussi si la direction veut bien et comme je termine aussi, je termine là-dessus, c'est-à-dire que dans la suite du projet, le projet comme Fabien a dit a été financé, c'est un projet de 2 ans. Mais on ne veut pas qu'à partir des 2 ans que ça tombe à l'eau. Donc on va essayer de mettre en œuvre, essayer de trouver d'autres fonds, mais cette fois-ci en faisant le même projet dans les pays. C'est-à-dire que le même speaker au Belgique, mais qu'on identifie avec des partenaires locaux, des hommes qu'on va former qui vont aussi mener les mêmes activités qui se passent là. Mais ça, c'est un projet à l'avenir sur lequel... Voilà. Donc là, on a la photo des hommes somaliens à Amsterdam, mais qui venaient de Belgique, de Amsterdam, de Londres, avec leur drapeau, en se disant, nous, on veut aider notre pays. Et maintenant, hier, on a fait une conférence de presse avec Marie Arena, qui est députée européenne, et elle va nous aider, peut-être des fonds européens, mais pour le développement, pour avoir un projet pour faire ce pont entre l'Afrique et l'Europe. Donc on espère que les hommes formés ici dans le projet pourront aller aider leur pays. Et donc c'est Building the Bridge, faire des ponts entre l'Afrique et l'Europe. On voulait en profiter pour faire un grand banc, un grand merci à toute l'équipe. Oui, parce que les Liégeois évacuent. Fabienne, tu ne connais pas la coutume, Fabienne.
n'avez pas la coutume. Le banc liégeois, c'est comme ça. Ah non, le banc liégeois. Les liégeois. Voilà, donc grâce à l'effort de toute l'équipe et l'ingéniosité d'aller trouver des câbles à droite, à gauche, et voilà, on a réussi à faire marcher le système. Donc on va juste présenter les petites vidéos. Avant, je voulais vous dire que regardez, bon là on a apporté que quelques affiches, mais il y a vraiment plusieurs affiches en plusieurs langues. Donc si ça vous intéresse, vous demandez aux gammes, on vous en envoie par la poste. Ils sont sur le site de Men Speak Out, donc vous pouvez les commander en disant j'en veux autant, 10 d'un tel, 3 d'un tel, et on vous les envoie. Et sur le site de Men Speak Out, donc vous allez trouver les 4 vidéos qu'on va voir maintenant, avec des sous-titres aussi, voilà, en anglais, en français, bon, en néerlandais pour la Flandre, mais peut-être ici ça sert moins. Voilà. Je vais essayer maintenant de... Chez les faibles, on voit dans toute la bande sahélienne depuis la Mauritanie jusqu'à la Corne de l'Afrique qu'un seul pays des 9, c'est le Niger, avec un taux de prévalence de seulement 2%, alors que ce sont grosso modo les mêmes ethnies, etc. Alors ma question, enfin, peut-être avoir la réponse, est-ce que c'est simplement un problème de données statistiques ou bien si c'est réellement le cas, que 2% dans toute cette bande, ou systématiquement on est au-delà de 50%, est-ce qu'on ne pourrait pas tirer, c'est vrai, hein, tirer des bonnes pratiques, en tout cas, en termes de communication ou de sensibilisation de ce pays et tenter de les appliquer dans les pays limitrophes. Voilà. C'est pas vraiment les mêmes ethnies en fait, hein. Donc c'est vrai que là on a fait par... on a pardon, des frontières qui sont artificielles parce que c'est avec la colonisation qu'on a fait des frontières si droites. Mais si on faisait avec des couleurs les ethnies qui pratiquent, eh bien on verrait qu'on ne les retrouve pas. Donc on a des Peuls au Niger, mais beaucoup moins par exemple que dans les autres pays. Donc c'est vraiment lié à des ethnies qui pratiquent, et donc ça dépend du mélange en fait ethnique qu'il y a dans les pays. Donc en fait ce qu'il faudrait c'est montrer plutôt une carte avec les différentes ethnies qui pratiquent, et on verrait que c'est un peu différent que les frontières, parce que souvent, comme disait Seydou, même si un pays a l'air, ici la couleur a l'air uniforme, le pourcentage n'est jamais uniforme. Et donc on peut avoir, si je prends l'exemple du Bénin ou du Togo, ça ne se pratique pas au sud et ça se pratique au nord, parce que les ethnies qui pratiquent vivent au nord. Et donc on devrait peut-être changer la manière dont on présente les cartes pour mieux comprendre. Mais c'est pas qu'il y a eu plus de sensibilisation au Niger qui a fait que ça a diminué. Le Niger a toujours eu un taux faible en fait par rapport aux autres pays. Je voulais rajouter sur ça, la remarque est très pertinente. En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, au Niger, il y a des Peuls. Et les Peuls, ils pratiquent l'excision. Les Peuls du Niger aussi pratiquent l'excision. Mais la prévalence nationale, pourquoi elle est faible dans certains pays, c'est en fait que dans certains pays, il y a des ethnies qui sont majoritaires dans ces pays-là qui ne pratiquent pas. Si on prend par exemple l'exemple du Sénégal, où le taux national est à 28%, environ 30%, mais que dans le nord du Sénégal, les deux régions nord du Sénégal, c'est à 86%. Et on va au centre, c'est quasiment à 2%. Donc si on regroupe les données statistiques au niveau national, ce qui fait que la population qui ne pratique pas l'excision au niveau du Sénégal, qui est majoritaire, ce sont les Wolofs qui ne pratiquent pas, elle est beaucoup plus éparpillée dans le pays de manière générale plutôt que dans le nord. Donc ça c'est dû aussi à ça, et au Niger aussi c'est la même chose. Les ethnies qui pratiquent l'excision au Sénégal, en Guinée, en Sierra Leone, ce sont les mêmes ethnies qu'on retrouve au niveau du Niger. Mais sur le plan national, la population qui domine et qui ne pratique pas, ça varie. Mais même dans le Niger, si on regardait région par région, là où il y a beaucoup plus de concentration de Peuls, on aurait peut-être un taux à 100%, alors que dans une autre région, on aurait peut-être 1 ou 5%. Monsieur
supérieur pour sensibiliser. Quelles sont les mesures d'encadrement que vous avez prévues du fait que les gens qui seront sur le terrain, ils seront butés à une difficulté. Ils arrivent à un pays où, dans les pays qui sont concernés, où ils seront butés à des conséquences autres. Alors, quelles sont les mesures d'encadrement que vous envisagez pour protéger les victimes? Okay. Pour l'instant, le projet Men Speak Out, il est pour que les hommes aillent dans leur communauté en Europe. Il est fait pour ça. Ce que je disais, c'est le futur qu'on espère pouvoir trouver des fonds pour faire ce lien entre l'Europe et l'Afrique. Mais c'est évident qu'on ne va pas faire ce lien dans le vide et qu'on va s'appuyer sur des associations locales qui travaillent déjà sur l'excision. Donc ce n'est pas qu'on va arriver dans un terrain complètement neutre. Il y a déjà des équipes qui essayent de se battre sur le terrain. Donc c'est plutôt faire un pont pour renforcer le travail de ces équipes-là. Donc c'est plutôt bien choisir ses partenaires sur place. Et nous, on a de la chance avec la diaspora, enfin, comme Samia, elle voyage régulièrement à Djibouti, elle a déjà des partenaires, c'est pas qu'elle va dans le vide, elle connaît des gens. Donc si on décide de créer ce pont entre la Belgique et Djibouti, ben, c'est s'appuyer sur des associations qui existent. Il y a déjà El Djibouti, hein, que vous connaissez bien, qui fait déjà ce pont. Bien, on pourrait dire comment GAM fait El Djibouti, on renforce un volet, voilà. Ouais. Djibouti, excuse-moi. On va regarder les vidéos parce que les goûters sont prêts et le programme Elle dit qu'il peut expliquer qu'on excise encore et c'est quoi les raisons par derrière? Dans mon pays, à Djibouti, c'était une question religieuse, quoi. Voilà, on lui disait, c'est la religion, il faut circoncire les gens, se différencier de la religion musulmane chrétienne. Donc, une fois que c'était ça, personne ne discutait de ça en fait. Comme on circoncit les enfants, on faisait de la même manière pour les filles. Donc on n'avait pas, il n'y avait pas de débat, il n'y avait rien du tout. C'est vrai qu'après, quand il y a eu, voilà, quand il y a eu l'ignorance, après quand il y a eu des études, quand il y a eu des campagnes, c'est vrai que le religieux, ils ont dû nous dire que, voilà, c'est pas religieux, c'est pas écrit. Mais ce jour-là, ça a été un choc pour tout le monde en fait. Mais certains l'ont accepté, certains disent que voilà, ça existe toujours dans le courant, il y a toujours un débat sur ça. Il y a toujours un débat, mais au début, c'était sur une question religieuse et après culturelle aussi. Mais plutôt, c'était ça qui nous convainquait en fait. C'était vraiment comme tu nous disais que c'était religieux, c'est pour nous différencier de la religion chrétienne ou la religion musulmane. Donc un musulman doit être esquivé ou voilà, moi, dans mon pays, l'excision, c'est bon. On excise les jeunes filles, c'est pour dire parce que c'est pour la rendre propre. Quand elle n'est pas excisée, elle n'est pas propre, elle doit être excisée pour qu'elle soit propre, pour qu'elle soit fidèle. On ne va pas aller chercher d'autres hommes, tout ça là. C'est pourquoi les gens s'excisent. Mais dans la religion, il n'y a aucun verset coranique qui dit que l'excision est interdite. Il n'y en a pas. Et de rappeler, si vous prenez Burkina Faso, si vous prenez Sierra Leone, il y a à la fois des chrétiens, des animistes, des musulmans qui pratiquent, donc c'est vraiment ancré dans les 114 versets, il n'y a aucun verset qui dit que l'excision est interdite. Il y avait encore une dernière chose. Quelque chose parce que moi aujourd'hui j'ai vu la gravité de l'incision. Ça fait 2 ans et demi que je suis ici à Biéldé. J'entends parler souvent les femmes guinéennes, l'incision, mais je ne sais pas si c'est vraiment dangereux. Et je voulais demander que dans les autres centres, les infirmières ou les gens où votre association peut passer de temps en temps pour nous expliquer vraiment les vraies conséquences de l'incision. Sinon, ça fait 2 ans et demi, j'entends parler, mais je ne sais pas si c'est jusqu'au point mortel, quoi. Donc on a un nouveau projet migrant avec Catherine, voilà, qui assure un projet. Et on fait, voilà, avec cette maman, on fait aussi un essence. On est déjà venu à Biéldé et on rencontre les personnes concernées. Donc on fait des affiches, mais apparemment, quand on a
là, ce n'est pas affaire de quelqu'un qui est concerné. Moi, aujourd'hui, j'ai vu la gravité, c'est concerné à tout le monde. Mais c'est pas seulement. À partir du moment où l'association est venue à Biaisé, ils ont vu les concernés. Et nous, on n'est pas au courant. Moi, je suis ici, ça fait plus de 1000 personnes qui ont passé devant moi. Et je pouvais partager l'expérience de la gravité avec les gens. Je vous remercie. Normalement, le mercredi, c'est une réunion ici, les hommes et les femmes. Mais on n'a pas eu assez de temps pour organiser cette journée. Donc c'est pour ça que cette réunion a été annulée. Mais normalement, à Biaisé, on devrait qu'il y ait une réunion. Voilà, donc c'est prévu. On revient. Vas-y. Je profite encore de la question de monsieur pour répondre un peu à la dame qui a demandé pourquoi on continue encore d'étudier. Moi, je pense que c'est par ignorance maintenant qu'on continue à le faire. Parce que depuis tout ce temps-là, toutes les raisons qu'on nous a évoquées, on a fini par voir que toutes ces raisons-là ne tenaient pas la route. Donc maintenant, et moi, il m'a suffi d'assister et une seule fois à une rencontre de dames pour que je sois convaincu que ça ne tient pas. Et le monsieur aussi vient de témoigner avec tout ce qui s'est passé au début là. Il se rend compte maintenant qu'on ne va pas se faire. Parce qu'avant, c'est les choses qu'on ne connaissait pas. Les raisons qu'on nous évoquait ne tenaient pas la route. Donc moi, à mon avis, c'est les rencontres. Comme il a si bien dit, c'est les rencontres maintenant qu'on doit vraiment multiplier à tout moment. Et il suffit qu'à chaque rencontre, une ou deux personnes peuvent sortir ici, convaincus que l'excision n'est pas une bonne pratique. Et même si par rencontre on a deux personnes convaincues, c'est déjà un objectif atteint. Je voudrais juste souligner aussi que l'excision est illégale. Toutes les lois l'interdisent. Il y a emprisonnement pour celui qui sait ou celui qui a incité à, que ce soit en Belgique ou que ce soit dans le pays d'origine. Parce qu'il y a des personnes qui arrivaient en Belgique, une fois qu'ils ont été reconnus, ben c'est facile, on a été reconnus, on amène les enfants soi-disant en vacances, et là on dit, ben je ne sais pas, c'est les grands-parents qui s'en sont occupés, et je suis parti en week-end avec ma femme, j'ai confié mes enfants à mes parents ou à mes beaux-parents, et arrivé, c'est fait. Ben non, la personne peut aller en prison parce que justement, elle a laissé faire. Je voulais juste souligner ceci, que ce soit fait ici, que ce soit fait ailleurs. Et il y a des personnes aussi une fois reconnues, vont tout gentiment et tout naïvement à l'hôpital chercher où se trouve le bureau de l'exciseuse, s'il existe une infirmière. Donc vous voyez, c'est encore très très mal connu. Alors c'est à vous aussi de porter le message que c'est illégal à tous les points. Voilà, je crois qu'on va continuer parce que c'est très Il y a encore une question. Et je veux savoir si on a des chiffres par rapport aux personnes qui sont reconnues mais qui continuent à pratiquer cette pratique-là. Est-ce qu'il y a des chiffres, des statistiques ou quoi? Non, des chiffres. Non, c'est un chiffre noir. Voilà, peut-être que ça existe, mais c'est un chiffre noir parce que les gens savent qu'il y a la loi en Belgique, donc ils ne vont jamais venir déclarer qu'ils ont été Par contre, on sait quand même que des enfants nés en Belgique ont été excisés lors d'un retour au pays d'origine. On en a la preuve maintenant, donc ça veut dire que ce n'est pas des paroles en l'air, que ça existe et qu'il y a un vrai travail de prévention à faire. Et on existe aussi illégalement. Oui, mais on existe illégalement en Belgique, oui. Avec des personnes de notre génération. Voilà, des exciseurs qui ont fait le trajet, qui se sont portés demandeurs d'asile et qui pratiquent ici. Et c'est ça qu'il faut condamner justement. Oui, parce que même dans le cas d'un mariage, le papa n'est pas concerné, ou quoi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La grand-mère vient du pays et veut enlever carrément la petite fille pour une après-midi. La maman se sent en danger parce qu'elle n'a pas de visite et donc il y a eu des consignes à l'école de la petite pour que la petite ne parte pas avec la grand-mère. Des choses comme ça, comment c'est possible, je crois, en Belgique. Ça
ça arrive encore, et c'est ça qui est malheureux, ça continue jusqu'à maintenant. Moi, je connaissais, bon, elle a obtenu l'asile en Belgique pour ça, mais on a une de nos activistes, Aïssa Diallo, guinéenne, qui dormait plus la nuit, elle avait un travail à Conakry, elle devait payer une dame pour surveiller les enfants à la sortie de l'école, parce qu'elle avait qu'une peur, c'est que sa mère vienne chercher les enfants avant elle à l'école. Comme elle travaillait et qu'elle terminait tard le soir, et elle devait donner une partie de son salaire pour payer quelqu'un qui était sûr que sa fille ne parte pas avec sa mère. Et à la fin, elle a dit j'en peux plus, elle est venue en Europe, elle a réussi à obtenir l'asile sur cette base-là. Ces deux filles aujourd'hui sont grandes, sont intactes, et elles-mêmes sont sensibilisées et deviennent elles-mêmes des activistes. Maintenant, l'aînée, elle a 15 ans, elle prend la parole ici dans des groupes pour expliquer comment sa mère l'a protégée. Mais c'est un vrai risque. Hein. Quand il y a seuls les parents qui sont motivés, mais que toute la famille autour est pour l'excision, c'est très très dur de résister. Quand on est dans un milieu où tout le monde excise, c'est très très dur. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes demandent, des Guinéennes, demandent l'asile ici sur base de protection des petites filles à cause de ça. Parce qu'il y a une loi en Guinée, mais elle n'est pas appliquée. En Guinée, on est à 97% d'excision, malgré la loi, c'est presque tout le monde, 97%. Je vous invite à échanger Pourquoi? Parce qu'ici, les résidents doivent manger, donc on doit échanger dans l'autre répertoire pour échanger, parce que pour pouvoir revenir à Liberté du Soir... Ah, il faut que voilà, respecte un peu Juste une minute. C'est pour vous dire que vous tous qui sommes là aujourd'hui, que vous soyez professionnels, que vous soyez juste de la communauté. Le nœud du problème, c'est comment à travers les explications que les gens voient, comment les aider à voir ce que les gens ne sont pas connus. Et donc on est là pour S'il vous plaît, parce que vous vous levez, on va quand même partager un verre, après avoir passé des bons moments comme ça. La discussion ne s'arrête pas ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va sortir de là. Et vous retournez, il y a des collègues qui vous attendent. Et on va dans l'autre sens pour continuer notre conversation. Merci bien. Allez, merci.